Bonsoir, Monsieur Robitaille. Bonsoir Jeff, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, Jesse, d'avoir accepté notre invitation et d'être présent avec nous ce soir dans le cadre de l'émission de Théovox Actualité. Depuis une semaine, on vous a vu beaucoup dans les médias sociaux à la suite d'un clip où vous donniez vos commentaires par rapport à cette 20e audience du procès du professeur Patrick Provost, l'opposant à l'Université Laval. En tant qu'étudiant, Jesse, vous pensez quoi de ce procès qui est présentement en cours et qui en est à sa 20e audience? Je pense que tous les étudiants devraient être préoccupés parce que le, l'objectif principal de l'université, c'est de former des esprits critiques. Mais c'est pas ça qu'on voit présentement. Le professeur Patrick Provost, euh, professeur en microbiologie à l'Université Laval, a été suspendu pour des propos qu'il a tenus à la radio. Pourtant, il a le droit d'émettre des opinions et en fait, c'est son devoir d'avoir un esprit critique et de continuellement remettre en question les thèses dominantes. Et justement, la science consiste à remettre en question les thèses dominantes et de critiquer la ligne directrice. Et on l'a vu durant l'histoire, souvent les découvertes les plus importantes euh, ont eu lieu grâce à des chocs d'idées, à des affrontements. Nous l'avons vu à propos de Galilée et sa théorie hélocentrique. Nous l'avons vu, un choc d'idées en microbiologie entre Louis Pasteur et Robert Koch. Et donc, j'ai l'impression que l'université a complètement abandonné sa mission principale, c'est-à-dire de former des esprits critiques. Et maintenant, les étudiants sont formés pour simplement suivre la tendance, suivre la ligne directrice. Et c'est très grave. Ouais. Ouais. Croyez-vous que le professeur Provost a été injustement ciblé simplement pour avoir exprimé ses opinions scientifiques sur les vaccins à ARN messager, ou voyez-vous cela comme un effort plus large pour supprimer les voix qui sont dissidentes? Je pense que le cas de Patrick Provost, c'est une manifestation d'un problème plus global. Mhm. Euh, le fait que Patrick Provost a critiqué les vaccins contre le coronavirus, c'est sûr que c'est pour ça qu'il a été ciblé. Mais nous voyons cette censure dans d'autres domaines aussi. Nous l'avons vu au départ sur les campus américains dans les départements de sciences humaines. Notamment, nous avons vu ben, le wokisme, ceux qui mettent en question la théorie du genre sans traiter de transphobes, de xénophobes, de racistes, de ça. On essaie de taire, on essaie de museler les étudiants récalcitrants ou Mhm. sceptiques, je devrais dire. Mais maintenant, on voit que le wokisme s'est imprégné dans les départements de sciences naturelles aussi, Ouais. dans le département de chimie, de biologie. Et donc, ma crainte, c'est que le wokisme continue à s'étendre dans d'autres domaines. Et je pense qu'il n'y a aucun département qui n'est à l'abri de cette censure. Ouais. Cette semaine, Jesse, le Journal de Québec annonçait que l'Université Laval accueillera un nouveau projet qui est dans le cadre justement d'une centrale nationale pour la préparation aux pandémies. L'objectif de ce centre, selon l'article, sera de répondre plus efficacement à de nouvelles menaces sanitaires comme celles causées par cette pseudo-pandémie de COVID-19. La création de ce centre aurait été rendue possible grâce entre autres à un financement de 42 millions de la Fondation canadienne pour l'innovation. Ma question pour vous ce soir est la suivante. Voyez-vous un lien entre cette nouvelle et le congédiement du professeur Patrick Provost? Ça ne me surprendrait pas si les deux sont liés. Mhm. Mais ce que ça me prouve, d'abord et avant tout, c'est que justement, les virus, les bactéries, les parasites, il y en a des milliers et des milliers. Déjà, les universités se préparent à une prochaine pandémie. Et d'ailleurs, le coronavirus circule toujours. C'est juste qu'on fait moins de dépistage. Et ce que ça nous démontre, c'est que le confinement
ou le masque obligatoire, le passeport vaccinal, ce ne sont pas des mesures viables à long terme. Mhm. Nous ne pouvons pas confiner chaque fois qu'un nouveau virus, une nouvelle bactérie déferle sur la planète. Il va falloir apprendre à vivre avec les virus, à vivre avec les risques. Les risques font partie de la vie et tout le monde va mourir d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et je pense que ça vient juste prouver que les virus sont inévitables dans la vie et ça ne peut pas être juste quelques professeurs ici et là qui mettent en question les confinements, les obligations vaccinales. Mhm. Ça devrait être une discussion plus large, mais présentement, la discussion est interdite. Ouais. Si vous osez remettre en question le confinement, le couvre-feu, le passeport vaccinal, vous êtes immédiatement étiqueté de complotiste, d'édenté ou de touristateur. Oui, tout à fait. Pensez-vous que la décision d'avoir licencié le professeur Provost était motivée politiquement ou encore été influencée par des groupes externes ou des politiques gouvernementales? Pour moi, c'est clair que la politique s'est mêlée à la science. Et c'est là où ça devient dangereux parce que la science, je vois ça un peu comme euh, un, un- un contre-pouvoir, un peu comme nous avons la branche législative, la branche judiciaire, Mm. la branche exécutive. La science devrait être indépendante. Nous l'avons vu durant le confinement que la politique a joué une influence trop grande auprès de la science. Nous n'avons vu aucune preuve que, par exemple, le couvre-feu a été justifié. Et d'ailleurs, la preuve justifiant le confinement était très faible aussi. Il y a une étude qui a été publiée par des chercheurs de l'Université Johns Hopkins qui a démontré, il a fait une méta-analyse aux États-Unis. Ils ont démontré que le confinement a diminué de 0,2% le taux de mortalité lié au coronavirus, Mhm. ce qui est statistiquement insignifiant. Autrement dit, ils ont conclu que le confinement n'a eu aucun effet sur la propagation du coronavirus. Mhm. Mais politiquement, ça ne convenait pas au discours dominant. Et donc, oui, effectivement, la politique s'est mêlée, s'est infiltrée dans les départements de sciences. Oui, tout à fait. D'après votre expérience, diriez-vous qu'il y a un climat croissant de censure qui étouffe la libre enquête et le débat ouvert dans les institutions académiques? Ben, pour moi, c'est évident. Oui. C'est évident que nous avons un climat de censure, un climat de wokisme qui est né sur les campus universitaires américains, mais qui commence à se propager, Mhm. qui commence à se propager au Canada, qui commence à se propager en Europe et qui commence à se propager dans le marché du travail. Là. Il y a des grandes entreprises aussi qui congédient des gens parce qu'ils ont refusé de prendre le vaccin. Il y a des médias qui ont congédié des journalistes, des animateurs parce qu'ils ont osé omettre une opinion qui allait à l'encontre de la ligne dominante. Donc, c'était quelque chose qui a commencé sur les campus universitaires, mais tranquillement, pas vite, s'est agrandi. Mhm. Et je me demande, ça va être où la prochaine étape? On le voit dans les écoles secondaires et primaires. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité d'imposer ou d'exposer les drag queens aux étudiants, aux élèves du primaire. Mhm. Mais un parent, pour diverses raisons, pour des raisons religieuses, des raisons éthiques, euh, est sceptique face à cette théorie, à l'enseignement des théories de genre et est étiqueté de transphobe. Donc, on voit que ça a commencé sur les campus universitaires et c'est en train de se propager, c'est en train Tout à fait. de s'étendre. Et oui, c'est inquiétant. Ouais. Comment conciliez-vous
Les lois existantes pour la liberté d'expression et la liberté académique, avec les mesures prises par l'Université Laval dans le congédiement et le renvoi du professeur Provost? C'est une bonne question, Lise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement de la CAQ a voté une loi pour justement encadrer et défendre la liberté d'expression. Mais là, tout d'un coup, avec le cas du professeur Patrick Provost, cette loi ne s'applique plus. Donc, c'est une liberté d'expression à géométrie variable. Mhm. Et finalement, ben, ce n'est plus la liberté d'expression du tout. C'était une façade. Et on voit les quatre partis représentés à l'Assemblée nationale sont silencieux face au congédiement Ouais. du professeur Patrick Provost. Il y a juste le Parti conservateur du Québec et quelques autres partis, Martine Ouellette et Anne Guérette, qui se portent à la défense du professeur Patrick Provost, mais ça devrait être transpartisan. Ce n'est pas une question d'être d'accord avec les propos du professeur Patrick Provost. C'est le fait d'être d'accord avec sa liberté d'expression, Mhm. le fait de défendre son droit de parole. Justement, la liberté d'expression n'a de sens que si on permet des discours qui dérangent, des discours qui sortent de la norme. Ouais. Et donc, ce qui me déçoit, c'est que d'un côté, la CAQ défendait la liberté d'expression, a voté une loi pour le défendre, et tout à coup, lâche le professeur Provost. Et pour moi, c'est de l'hypocrisie flagrante. Oui, tout à fait. Pensez-vous que les professeurs qui adhèrent aujourd'hui aux opinions dominantes sont soumis à des normes différentes par rapport à ceux qui remettent en question le consensus? C'est une très bonne question. Je crois qu'il y a beaucoup de professeurs qui adhèrent aux théories dominantes euh, ou qui font semblant d'adhérer aux théories dominantes sans pour autant y adhérer en privé. Mhm. Donc, ils le font justement pour sauver leur emploi, sauver leur crédibilité, pour ne pas être ostracisés de la société, pour ne pas être congédiés de l'université. Donc, on voit une autocensure qui s'est installée, justement parce que les professeurs qui suivent les lignes directrices peuvent maintenir leur poste, peuvent maintenir leurs emplois, leur statut social, ils s'autocensurent. Et ça, c'est très dangereux parce que je vois quasiment, vu que nous interdisons certains mots, interdisons certains discours, je vois ça aussi une atteinte à la liberté de penser parce que nous réfléchissons et nous pensons avec des mots. Moi, je pense à l'œuvre de George Orwell de 1984, où il y a des dictateurs qui suppriment certains mots pour supprimer certains concepts, pour que les gens ne puissent plus réfléchir à tel ou tel concept. Ouais. Ils n'ont plus de concept ou ils ne peuvent plus réfléchir à l'idée ou penser à l'idée Hmm. de liberté d'expression, parce que pour eux, ces concepts n'existent plus. Donc, pour moi, je vois une pente glissante et je pense que tranquillement, nous sommes en train de virer dans une sorte de, Totalitarisme? d'autocensure, Ouais. d'autocensure et une atteinte à la liberté de penser. Absolument. Croyez-vous que les sources de financement, Jesse, des universités jouent un rôle majeur dans la façon jouent un rôle majeur dans le façonnement du discours académique en favorisant, par exemple, certaines recherches et en décourageant d'autres? Ouais, pour moi, c'est évident, c'est clair. Nous avons vu l'Université Laval refuser quelques postes, un chaire de recherche aux candidats hommes blancs Mhm. parce que pour avoir accès à du financement fédéral, il fallait atteindre un certain nombre de gens issus de minorités, un certain nombre de femmes, un certain nombre de ci et ça. Il y avait des quotas. Et donc, c'est pour ça que l'Université Laval avait interdit aux hommes blancs de postuler pour un chaire de recherche. Il y a même un professeur, Frédéric Bastien, qui a poursuivi
ou qui a entamé une poursuite contre l'Université Laval parce qu'il a refusé en raison de la couleur de sa peau et de son sexe. Hmm. Et donc, effectivement, le financement fédéral, c'est sûr que ça joue ou ça accentue ce wokisme et nous voyons carrément une discrimination inversée. Les postes de professeurs devraient être réservés aux gens les plus compétents, peu importe la couleur de la peau, de leur sexe, avec qui ils couchent. Ça ne concerne pas les universités, ce n'est pas de leurs affaires. Ils devraient simplement embaucher les gens les plus compétents. Ouais. Ça n'importe pas leur opinion au sujet du confinement. Ça prend une pluralité, ça prend une divergence d'opinion. Absolument. À quel point le manque de diversité d'opinions académiques affecte-t-il la qualité de l'innovation de la recherche universitaire? C'est une très bonne question. Et ça reste à voir parce que le wokisme, c'est relativement nouveau. Ça fait seulement quelques décennies que ça commence à s'étendre. Mais c'est sûr qu'un manque d'esprit critique, ça va nuire à la créativité. Mhm. Les gens ne sauront plus penser par eux-mêmes, penser de façon autonome et sortir des chemins battus. Et c'est justement ça qui permet l'innovation, c'est de pouvoir sortir des chemins battus. Mais on voit que l'Université Laval a mis à l'écart l'esprit critique, a abandonné sa mission de former des esprits critiques. Et ce que ce qui me rassure et ce qui m'inquiète en même temps, c'est que les universités, la raison pour laquelle ils ont de la crédibilité, c'est parce que les gens euh, reconnaissent sa crédibilité, tout simplement. C'est comme l'argent comptant. Mhm. Les gens, collectivement, ont eu une entente pour décider telle institution est crédible, tel diplôme est crédible, telle autre institution ne l'est pas. Nous pouvons collectivement un jour décider que c'est plus l'université qui donne des diplômes, c'est un centre d'achat, par exemple. C'est une entente collective que nous avons faite pour c'est ça qui donne une crédibilité à l'université. Mais ce n'est pas ça forcément qui rend les gens compétents. Par exemple, les frères White, ceux qui ont construit le premier avion, Mhm. ils étaient des garagistes de vélo. Donc, ça me rassure dans le sens où les gens, je pense qu'ils sont capables de, de, euh, de penser à l'extérieur de l'université Ouais. et de se dire que l'université Laval, ce n'est pas nécessaire à tout prix. Il Mhm. existe d'autres choix, d'autres options. Ouais. Comment la suppression des opinions dissidentes parmi les professeurs va affecter la capacité des étudiants à développer leur pensée critique et leur compréhension des sujets, notamment des controversés? À l'université, en sciences humaines comme en sciences de la nature, lorsque, mettons, quelqu'un fait une maîtrise, une thèse de recherche, le Hmm. but, justement, c'est de défendre une thèse. Et j'ai l'impression que les étudiants l'Université Laval est en train au lieu de les former à remettre en question des thèses ou à défendre des thèses, l'université les forme simplement à suivre la ligne directrice. Et donc, les étudiants vont avoir plus de difficultés à avoir de l'autodéfense, de l'esprit critique. Et je vois que sur les campus universitaires, des gens qui remettent un travail qui n'est pas nécessairement en, qui n'est pas nécessairement en lien avec ce qui était avec la ligne directrice. Un étudiant qui remet un travail qui contredit ce qui était enseigné dans le cadre d'un cours est puni. Hmm. Et donc, on est en train de former ou voir oui, de former les étudiants simplement pour suivre la ligne directrice comme des robots. Ouais. Et ça devrait être le contraire. Ils devraient se sentir à l'aise de remettre en question des choses, de remettre un travail qui contredit ce que le prof
à enseigner. Et justement, je pense au contraire, ce genre de travail devrait être valorisé, Absolument. devrait être... Mais c'est vrai, c'est un élève qui fait preuve d'esprit critique, de capacité de réfléchir par lui-même, mais au contraire, on punit et on pénalise Mhm. ces élèves qui remettent des travaux qui contredisent le professeur. Ouais. Et donc, ces élèves, soit ils abandonnent, ou soit ils suivent la ligne directrice. Et comme je viens de le dire, puisqu'ils ne sont pas capables d'émettre verbalement ou par écrit leur opinion, tranquillement, ils arrêtent de réfléchir ainsi. Donc, je le vois comme de l'endoctrinement, Ouais. tout simplement. C'est de Absolument. l'endoctrinement. Absolument. Jesse, est-ce que le fait de, est-ce que le fait, est-ce que ce que fait subir l'Université Laval à ses professeurs, comme le professeur Provost notamment, a été un élément déclencheur pour vous dans votre décision de quitter cette université et d'aller beaucoup plus dans un cégep pour débuter un programme technique? Pour moi, c'est le goutte qui a fait déborder le vase. Mhm. Parce que je le voyais déjà, le climat de censure. Je voyais déjà le wokisme qui s'infiltrait dans les campus universitaires. J'avais un prof à l'université, mes profs étaient très bons. J'ai eu des excellents profs, mais ça se voyait qu'ils subissaient la pression de la direction. Ils ne pouvaient pas dire le mot homme ou le mot femme parce que ces mots étaient jugés transphobes. Et ensuite, il y avait l'affaire Patrick Provost qui était suspendu. Moi, je suis content de ne plus donner de l'argent à l'université. Je suis content de ne plus payer des frais de cotisation à elle et d'avoir quitté ce milieu. Je suis maintenant dans un milieu technique et c'est le meilleur choix que j'ai fait parce que j'ai l'impression que les techniques sont un peu mises de côté dans la hiérarchie arbitraire que la société a construite. Mais les techniques sont essentielles. Les plombiers, les électriciens, les éboueurs, nous avons besoin de ces gens-là. Et donc, comme j'ai dit, c'est une entente collective que nous avons faite qui donne de la crédibilité aux établissements universitaires. Ouais. Mais dès que les gens se disent collectivement que ce n'est plus vrai, ben, ces universités Laval, ils perdent leur crédibilité. C'est une façade qui finalement n'a pas de fondement. Hmm. Et l'université ne cède pas. L'université Laval et les autres universités sont en train d'affaiblir leur crédibilité. Et donc, c'est pour ça que je crains pour les étudiants, je crains pour les professeurs et je crains aussi pour les universités. Merci beaucoup, Jesse, d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappellerai aux auditeurs, 24 ans, un jeune homme brillant, appelé à certainement une belle carrière dans le futur. Merci d'avoir été avec nous, Jesse. Merci à vous, Jeff. Bonne fin de soirée. Face à une censure de plus en plus agressive qui n'a qu'un seul but, soit celui d'emmener notre nation dans une dérive, nous avons besoin de plus en plus que revivre cette mobilisation en nous davantage persuasive pour emmener notre société devenue trop permissive et passive à ce réveil où ensemble l'on s'active pour protéger ce qui reste de nos droits et libertés.